Alors, vous voyez bien mon écran? Bonjour. Alors, bonjour. Alors, je commence d'abord par me présenter avant de présenter la thématique aujourd'hui. Alors, je suis docteur Najla Sadi, enseignante à l'ESTIC qui appartient à l'Université de Carthage. Je suis aussi directrice de département à l'ESTIC. Euh, alors, je vais présenter aujourd'hui la thématique Spark Apache avec l'infrastructure de traitement parallèle. Et avant ça, je désire en fait saluer l'équipe donc de travail de Huawei pour cette opportunité et je salue aussi tous les participants. Alors, particulièrement ceux qui ont assisté avec moi le mois de septembre. Je vois déjà des participants qui sont déjà eu l'occasion de participer à un événement au niveau de septembre et je vois déjà quelques-uns parmi eux. Alors, donc je vais présenter aujourd'hui Spark. Alors, qui connaît Spark? Alors, c'est une infrastructure de traitement parallèle. Elle est utilisée en fait dans les applications Big Data. Effectivement, dans tout ce qui est Big Data. Alors, Big Data, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des données massives et vu que les données sont très massives, on va utiliser vraiment un cluster, un ensemble de machines où on va faire un stockage distribué. Est-ce que c'est le cas de... alors, je réponds à Regan. Est-ce que la qualité de son n'est pas bonne pour tout le monde ou juste pour votre camarade? Si c'est le cas, prière de refaire la connexion. Est-ce que c'est le cas d'autres participants? Alors, je pense qu'il faut se connecter, refaire la connexion. Refaire la connexion, s'il vous plaît. Alors, je reprends un peu, donc pour situer un peu merci beaucoup. Alors, je reprends un peu pour situer un peu Spark. Donc, c'est une infrastructure, comme on a dit, de traitement des données massives dans un cluster, donc un groupe de machines où on va utiliser deux choses, donc un stockage distribué et aussi un calcul distribué, donc deux thématiques en fait, où on va dire de grands problèmes en fait pour pouvoir faire le traitement parallèle. Alors, je vais commencer par présenter le plan de travail, sachant qu'il y aura un aspect pratique. On va essayer de montrer en fait quelques utilisations, quelques cas pratiques au niveau de Spark. Donc, on va commencer avec l'aspect théorique et on va alterner en fait quand on va parler par exemple de Spark Call, on va essayer de faire la programmation et on va tester ensemble pour comprendre un peu les mécanismes utilisés par Spark. Alors, donc qu'est-ce que c'est Spark? Donc c'est une infrastructure de traitement parallèle, de calcul parallèle qui va se faire sur l'ensemble des données aussi parallèles. Alors, voilà. Euh, alors, la première partie, on va décrire les concepts de base pour Spark. Ici, on va particulièrement parler de tout ce qui est RDD, donc c'est Resilient Distributed Dataset. On va parler aussi de datasets, dataframes qui sont utilisés dans Spark SQL. On va parler aussi de calcul streaming et de nouveaux concepts qui sont structured streaming ici. Les objectifs, on va essayer de comprendre quelques cas d'utilisation avec une démonstration. Par exemple, on va faire la démonstration avec Kafka combinée avec Spark. On va aussi faire la démonstration de tout ce qui est SQL ici. On va essayer aussi de maîtriser quelques aspects de programmation et de techniques Spark. Alors, la partie programmation, la partie exemple pratique, on va essayer de les distribuer dans un drive tout à l'heure quand on va commencer l'aspect pratique. Donc on va présenter d'abord Spark. On va essayer de montrer la structure des données Spark, à savoir surtout la partie RDD avec l'ensemble des opérations action et transformation, comprendre la différence entre les deux et tester les deux cas de figure. Après, on va passer à montrer les principes et l'architecture de Spark.
n'oublions pas que ça sera alterné avec les exemples pratiques comme je viens de préciser. Alors, Apache Spark a démarré en tant que projet de recherche dans un laboratoire de recherche AMP Lab au niveau de l'université UC Berkeley en 2009. Après sa sortie, donc c'est devenu très populaire. Il y a plusieurs développeurs et plusieurs firmes aussi ont participé au développement. Donc il y a une communauté de centaines de développeurs avec aussi des développeurs qui appartiennent à des centaines d'organisations de firmes ici. Alors c'est quoi? Donc c'est un moteur de calcul Big Data. On a dit Big Data, c'est pas que des bases de données ordinaires. Donc ça repose sur le fait que vous avez un ensemble des données qui seront distribuées dans un cluster, comme on a dit. Et on va faire appel à plusieurs algorithmes de calcul parallèle. On va voir d'ailleurs des particularités avec Spark, comment on fait l'affichage d'une manière parallèle et calcul d'une manière parallèle. Euh, alors, sa réussite se fait sur le fait qu'on va utiliser la mémoire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu Hadoop. Alors, le Hadoop, c'est le premier framework qui va être dédiée pour faire le calcul Big Data. Elle utilise le fameux modèle MapReduce. Alors, le MapReduce, elle utilise le disque pour faire le calcul. Alors, le Spark, tandis que le Spark utilise la mémoire, donc on peut dire que théoriquement, Spark va être plus rapide que le modèle MapReduce utilisé dans Hadoop. Donc, il est rapide, comme on a dit. Polyvalent, on va voir comment, parce qu'on a plusieurs bibliothèques et plusieurs cas d'utilisation qu'on peut effectivement programmer avec Spark. Et évolutif, on va voir comment d'ailleurs. Alors, c'est une solution unique, donc qui va intégrer tout ce qui est traitement par l'eau, donc le batch processing avec le Spark Code, qui va aussi pouvoir vous laisser la main de programmer l'aspect temps réel, des requêtes interactives avec SQL Spark, la programmation des graphes et tout ce qui est apprentissage automatique, ce qui est effectivement montré dans l'architecture ici de Spark. On va voir maintenant. Alors, vous voyez que vous avez le Spark Code ici. Alors, le Spark Code, ça permet principalement de faire tout ce qui est batch processing. Alors, le batch processing, c'est quoi? Qui connaît un peu? Alors, c'est le fait de traiter donc les données par lot. Par exemple, on veut calculer le nombre, plutôt la moyenne de tous les étudiants de la planète. Non, pas forcément, c'est un stockage distribué et un calcul qui va être distribué sur la totalité d'informations. En fait, si on compare ça par rapport au flux temps réel, le flux temps réel, il va traiter les données par petits lots. Donc, dès que les données arrivent en temps réel, on va les traiter. Par contre, si on va parler de batch processing, on va faire l'opération d'abord de stockage, on va stocker toutes les informations et après, on va faire les calculs. Donc, en fait, c'est pas dès l'arrivée des données qu'on va faire le traitement, c'est après le stockage. Donc, on va faire d'abord le stockage distribué, après le calcul distribué sur la totalité des informations. Donc ça va être plus des calculs d'agrégation, la moyenne des étudiants, la valeur maximale des étudiants. Mais le nombre en fait des étudiants, c'est très très massif. Alors, pour tout ce qui est Big Data, tous les grandes firmes, ils utilisent tout ce qui est Big Data, hein. Yahoo, donc Facebook, donc Google. Donc lorsqu'on parle d'un nombre important d'utilisateurs, oui, c'est un peu comme Hadoop, mais là, on va comparer d'ailleurs avec Hadoop. C'est un peu comme Hadoop, effectivement. Alors, le batch processing, c'est effectivement les opérations qu'on fait en général avec Hadoop. C'est en fait le calcul par lot, on va diviser par bloc, si vous voulez, et on va faire les calculs sur tous les blocs ensemble, effectivement. Alors, ça, c'est le corps de Spark où on va trouver le concept de RDD. Alors, le concept de RDD, on va le voir tout à l'heure dans un transparent, d'accord? Alors, et après, on a plusieurs bibliothèques en fait. Donc, nous avons la bibliothèque SQL. Donc là, on peut faire des requêtes SQL sur les données structurées. Et on peut faire appel à d'autres SGBD relationnels.
Comme on peut aussi traiter les données Big Data, mais on va les structurer. On peut utiliser donc le format JSON, on peut utiliser ce qu'on appelle le data frame, où on peut avoir une forme de table. L'essentiel, c'est utiliser donc des requêtes SQL ici. Alors, vous avez aussi le Spark Streaming, c'est le traitement temps réel. Donc, comme application, on peut trouver des applications de type, par exemple, IoT. Donc, dès que les données arrivent, à partir, on va dire, des milliers de capteurs, on peut faire des calculs, on peut décider rapidement, en fait, par exemple, on va activer un actionneur pour, par exemple, activer la partie climatisation selon les valeurs donc envoyées par le capteur de température. Exemple. Alors, vous avez aussi une bibliothèque machine learning, donc le MLlib, qui va vous permettre de modéliser les données et de faire l'apprentissage donc avec les différentes classes donc supervisées, non supervisées, semi-supervisées. Donc tous les algorithmes, ils sont déjà là. Vous pouvez utiliser les bibliothèques machine learning pour faire des calculs sur des données massives. Alors, il y a une bibliothèque pour tout ce qui est gestion des graphes. Et là, vous pouvez faire des calculs et des optimisations. Oui, je peux revenir. Juste laissez-moi terminer ce transparent, s'il vous plaît. Alors, pour tout ce qui est théorie des graphes, là, on peut parler donc des applications telles que le plus court chemin, telles que par exemple le problème de voyageurs, qu'on peut effectivement exécuter dans des temps très minimes, ou on peut les utiliser aussi dans les réseaux sociaux. Vous savez tous qu'on utilise donc pour résoudre les problèmes sur les réseaux sociaux, donc la théorie des graphes, donc là pour représenter par exemple les amis de mon ami, et les amis de mon ami, euh, les amis des amis de mon ami, là, on utilise plus les graphes et on va représenter ça. On va représenter ça par théorie des graphes. Alors, vous avez aussi une bibliothèque pour présenter, pour plutôt réaliser tout ce qui est statistique. Donc, avec le langage R, où on peut avoir des fonctions déjà donc de statistiques. Voilà, vous avez cette bibliothèque. Alors, je reviens uniquement à la dernière bibliothèque sur Structured Streaming. Donc, c'est en fait le calcul streaming, mais d'une manière structurée. Les données vont arriver d'une manière structurée. On va utiliser une table infinie pour pouvoir les traiter. Alors, je reviens au transparent précédent selon la demande de votre camarade. Alors, donc là, on a parlé, en fait, on a donné un petit aperçu sur Spark et on a parlé un peu le fait qu'il est basé sur la mémoire et on a dit qu'il y a différents bibliothèques et on a essayé de montrer ça dans le graphe suivant. Alors, je ne sais pas si vous avez une question par rapport au transparent précédent, sinon on va passer. Alors, on va passer maintenant aux différents cas d'utilisation de Spark. Qu'est-ce que je peux faire avec Spark? Alors, la première utilisation, c'est le traitement par loup où on peut en fait utiliser tout ce qui est ETL. Donc, c'est quoi l'ETL? C'est l'extraction des données à partir des données brutes. Imaginons que j'ai un texte et je veux extraire de l'information. Extraire quelques informations, on va dire qu'on va utiliser des programmes pour le faire. Donc, s'il y a une structure et on veut, par exemple, prendre la première colonne, on peut faire ça. On peut faire aussi l'aspect transformation. C'est quoi l'aspect transformation? C'est le fait de réorganiser les données. Parfois, ils sont pas uniformes, donc parfois on va utiliser des dates, jour, mois, année. Dans d'autres valeurs, on va utiliser mois, jour, année. Donc on va effectuer quelques transformations pour uniformiser les données. Et après, on va enregistrer les données. C'est très connu, la partie ETL. Donc, extraction à partir des données brutes, ensuite la transformation de certaines valeurs, et après le load, c'est pour faire le chargement ou l'enregistrement. Alors, une autre application, c'est l'apprentissage automatique, donc à travers tout ce qui est machine learning, et on peut citer le cas, si on veut par exemple déterminer automatiquement les commentaires des acheteurs en ligne, et dire est-ce qu'ils sont positifs et ou c'est négatif.
Alors, plus précisément, on va utiliser ce qu'on appelle le NLP ici. Alors, à notre cas d'utilisation ici, donc c'est une analyse interactive qui peut être utilisée pour interroger l'entrepôt Hive. Alors, Hive, c'est une base de données Big Data Relation. On va passer au dernier cas de figure. Alors là, on va essayer de faire le traitement en streaming qui peut être utilisé dans l'analyse des entreprises en temps réel, tels que les flux de clics sur une page, les systèmes de recommandation, l'analyse de l'opinion publique. Donc tout ça peut être réalisé avec la bibliothèque donc Spark Streaming. Donc vous voyez que les cas d'application, ils sont plusieurs et ils sont vraiment différents. On est en train d'utiliser donc dans ce cas tout ce qui est SQL Spark. Dans ce cas, on va utiliser le MLlib, le Spark Core qui est utilisé ici, le Spark Streaming. Vous voyez que pour pouvoir faire tous ces cas de figure, on peut faire appel aux bibliothèques qu'on a déjà présentées. Alors, on va passer maintenant au point fort de Spark. Pourquoi le Spark est très demandé maintenant? Alors, première chose, donc Spark est léger. Pourquoi il est léger? Parce qu'il est composé uniquement de 30 000 lignes de code et c'est noté avec Scala. Le langage natif de Spark, c'est Scala. Aussi, pour une autre raison, parce qu'il fait ses calculs dans la mémoire. Donc, il utilise la mémoire ici. Rapide, donc il peut répondre à des requêtes de données en des sous-segments. Donc là, on revient sur l'aspect streaming ici. Flexible, donc il y a une flexibilité forte à plusieurs niveaux, vu qu'il y a plusieurs types d'applications. Et on vient de montrer les types d'applications tout à l'heure. Intelligent, donc il peut utiliser les composantes Big Data existantes, il peut travailler avec Hadoop, il peut travailler avec Bezos d'une manière intelligente, avec Hive, avec plusieurs composants, d'une manière intelligente, d'une manière optimisée. On va faire maintenant une comparaison entre Spark et Hadoop. Alors pourquoi Spark trouve autant de succès? On a fait une comparaison entre Hadoop et Spark sur la même taille des données et sur la même problématique qui est une problématique de 32,5 téraoctets. Alors vous pouvez remarquer que Hadoop utilise 3 fois le temps en minutes. Donc vous voyez 72 par rapport à 23, donc 3 fois, avec un nombre de nœuds 10 fois supérieur par rapport à Spark. Donc si on fait une comparaison, donc en utilisant moins de ressources, on peut retrouver des résultats, les mêmes résultats, on va dire, en moins de temps. Donc c'est pour ça que si on va comparer, on peut dire que Spark est beaucoup plus rapide que Hadoop et ça permet d'optimiser l'utilisation des ressources ici. Alors, il y a d'autres moyens de comparaison. Vous pouvez remarquer que ici on utilise des cœurs beaucoup moins. Voilà, 6592 vs 5400. Le taux d'utilisation, vous voyez que pour chaque nœud, ici on utilise on peut faire des calculs de 4,27 téraoctets par minute. Voilà, et chaque nœud va travailler sur 20,7 gigaoctets par minute. Alors, si on augmente maintenant la taille des données par 10, vous pouvez voir que en gardant à peu près le nombre de nœuds, le même nombre de nœuds avec le même nombre de queues ici, on peut retrouver donc les résultats en, on va dire, 10 fois le timing aussi. Alors, je fais un petit rappel.
que dans le cas de Big Data, on va faire un appel à un cluster, donc un grand nombre de nœuds. Vous voyez que le cluster ici, c'est 206 nœuds qui vont participer au calcul. Et comme je viens de dire, on va essayer de distribuer les données sur les nœuds et on va faire aussi la distribution des efforts. Ça veut dire qu'on va faire appel à un calcul distribué. On va passer maintenant à la notion d'RDD. C'est quoi un RDD? Alors, RDD, c'est Redundant Distributed Dataset. Donc, c'est un ensemble de données chargées dans la mémoire qui est redondant et où on peut faire des opérations en parallèle. Donc, l'intéressant, c'est que chaque élément dans le RDD est indépendant. Ça veut dire que si je demande, par exemple, de rajouter +1 à l'ensemble des données, l'ajout ne va pas se faire en séquentiel, va se faire en parallèle. Une démonstration pratique va être faite, vous allez comprendre mieux. L'essentiel, donc c'est un ensemble d'objets qui vont être chargés dans la mémoire et le traitement va se faire en parallèle. Donc là, comme on a dit, c'est un ensemble de données distribuées sur l'ensemble des données, plutôt sur l'ensemble de nœuds, redondant, donc pour assurer ce qu'on appelle la tolérance aux pannes, vu qu'on est en train de travailler sur un cluster. Donc n'importe quel nœud d'accord. Donc abstraction, c'est le fait que ça permet de stocker tous les types de données. Donc indépendamment, est-ce que c'est un entier, est-ce que c'est on va dire, c'est un objet de type personne. Vous voyez, tout ça peut être représenté par le même type de données qui est le RDD. On peut représenter des réels, chaînes de caractères, tous avec le type RDD. Euh, donc un cluster, c'est un ensemble de nœuds en fait. Un ensemble de nœuds, alors on utilise l'architecture master-slave. On a un master et un ensemble de nœuds qui sont slaves, qu'on appelle des workers, qui vont faire le travail. Tolérant aux pannes, donc ça c'est une autre propriété intéressante de RDD, c'est le fait que c'est très tolérant aux pannes. On va voir, c'est grâce à ce qu'on appelle le DAC. Alors il y a des notions que je préfère reprendre avec la partie pratique. Donc si, imaginons que j'ai un problème au niveau de RDD, je peux très facilement reprendre le calcul, mais pas à partir de zéro, à partir de l'étape précédente pour retrouver la valeur perdue. Alors non seulement on va utiliser la redondance, donc s'il y a un nœud qui sera écarté, donc un autre nœud va le remplacer. On a l'autre notion, alors HDFS, c'est Hadoop Distributed File System. Donc c'est le système de stockage utilisé par Hadoop. En lecture seule ici, donc là vous avez une notion importante qui est immutable. Alors immutable, c'est quoi immutable? Immutable. Alors, immutable, ça veut dire qu'on ne peut pas changer directement sur le RDD. Donc, on ne peut pas faire des changements directement sur le RDD. Donc, si on veut faire une opération, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Ça va nous donner un autre RDD. Donc, l'RDD en cours ne peut pas être changé, mais si on veut faire une opération, ça va donner un nouveau RDD ici. Alors, par défaut, partitionner, oui, on va utiliser les partitions. C'est très connu, donc comme a évoqué votre camarade dans la notion de HDFS, donc on utilise des partitions pour faire le stockage. Alors, par défaut, les RDD sont stockés dans la mémoire, comme on a dit, et souvent on peut faire appel au disque. Alors, dans quel cas on fait appel au disque? Alors, si on va comparer, quel est le plus intéressant? Est-ce que si on fait le calcul dans la mémoire ou on fait les calculs dans le disque? À votre avis? Mémoire. Alors, dans quel cas je vais utiliser aussi le disque? Si la mémoire elle est insuffisante. Non. Donc, par défaut, Spark, il fait appel à la mémoire. Vous pouvez changer et le paramétrer pour lui dire si la mémoire est insuffisante. Là, vous pouvez faire appel aussi au disque.
d'accord? Mais on a forcément une préférence à l'utilisation de la mémoire, et c'est le principe de Spark ici. Les données RDD sont stockées dans le cluster sous forme de partitions. Donc, on a besoin de partitionner les données vu qu'ils sont massives et on va travailler sur plusieurs partitions. Alors, CPU, GPU, théoriquement oui. Théoriquement oui, il y a pas une raison pour ne pas utiliser le GPU pour faire les calculs. Alors, les RDD disposent d'un mécanisme de traçage pour permettre une récupération rapide des données en cas de perte des données. Et là, on reprend la notion de DAG, alors qu'on va démontrer tout à l'heure, comme j'ai dit, lorsqu'on va commencer l'aspect pratique. Alors là, vous avez un exemple. Donc, vous avez la notion HDFS, donc c'est le stockage distribué. Donc, c'est un stockage distribué où on va utiliser la notion de réplication. La réplication, ça veut dire que chaque bloc va être répliqué. Le taux de réplication par défaut égale à 3. Donc, chaque bloc de données va être répliqué par défaut 3 fois. Alors, la notion de RDD ici, le premier RDD, donc on va récupérer l'information stockée au niveau de HDFS, sachant que Spark peut aussi faire appel à d'autres types de données. Dans mon cas, j'ai des données stockées au niveau de système Windows. Là, je peux faire appel à Windows, à Linux, donc je ne suis pas obligée d'utiliser le système HDFS. Je supporte les différents systèmes d'exploitation ici. Alors, donc le RDD va faire appel, va charger les données à partir de HDFS, et après, on va demander de faire le découpage pour donner lieu à un nouveau RDD2. Euh, et on va faire deux, trois opérations. À la fin, on va faire un autre stockage des résultats. Ça peut être aussi au niveau de HDFS. Donc, l'input ici, c'est le stockage distribué. Vous avez un ensemble d'opérations qui vont être réalisées ici. Et à la fin, on va stocker aussi, généralement, dans le système HDFS. Alors, je reprends que le fait, lorsqu'on utilise donc un environnement Big Data, en général, on ne travaille pas avec une architecture avec un seul nœud. On utilise plusieurs nœuds. Et dans ce cas, on va faire recours et faire appel à tout ce qui est réplication. Alors, il y a deux types de dépendances ici. Il y a les dépendances étroites ici. Et donc là, c'est les dépendances, juste pour ne pas dire euh, des bêtises, les dépendances larges. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, les dépendances étroites ici sont de type A1. Alors, c'est quoi A1? Là, vous avez des RDD pairs et des RDD fils. Si j'essaye d'interpréter, je vais dire qu'un RDD fils dépend d'un RDD père. Ou on a la possibilité qu'on peut trouver une relation de type plusieurs à 1, ça veut dire qu'un RDD fils dépendra de un ou plusieurs RDD pairs. Donc ça, c'est la dépendance étroite. Alors, la dépendance large, ça veut dire qu'on a une relation plusieurs à plusieurs. Ça veut dire qu'un RDD pair peut être utilisé dans plusieurs calculs au niveau des RDD fils. Alors, pourquoi on est en train de voir ça? On va voir ça par rapport à la tolérance totale, hein. La principale euh, différence ici, c'est par rapport à, comme on a dit, donc la tolérance au pas. Alors, comme on a dit, pour la dépendance étroite, donc un RDD, un seul RDD enfant peut être utilisé à partir d'une partition RDD parent. Donc, les exemples qu'on va voir après avec donc l'expérimentation, vous avez le map, le filter et l'union. Et vous avez une dépendance large qui va indiquer que vous avez plusieurs RDD fiches qui vont dépendre
d'un seul RDD par an ici, ou même plusieurs. Les exemples ici, group by key, reduce by key, set by key. On va essayer d'expliquer tout à l'heure, comme on a dit avec l'aspect pratique. Comme on a dit, donc la principale différence ici, c'est par rapport à la tolérance open. Alors, si le nœud est défectueux, donc on a un problème, donc seule la partition RDD parent va correspondre à la partition RDD enfant qui va être recalculée. Si on va parler maintenant de la dépendance large, toutes les partitions RDD parent vont être calculées. Dans ce cas, on est en train de montrer le cas d'une dépendance large ou étendue. On a perdu donc le B1 et vous pouvez remarquer que dans ce cas, on est obligé de faire les calculs de tous les parents, donc A1, A2, A3. Alors, ça va être plus compris si on va schématiser le graphe DAC. On va voir ça tout à l'heure, comme on a dit dans la partie pratique. Alors là, vous avez un exemple ici. Donc, on va essayer d'appliquer d'abord donc une transformation de type global. Ensuite, parallèlement, on peut appliquer le map d'union et après, on peut faire une opération de jointure entre les différents valeurs. Donc, au départ, on a fait l'appel à une dépendance large. Dans le cas de map et union, on a fait appel à une dépendance étroite et après, on a fait l'appel à une dépendance ici large. Donc, vous voyez qu'on réellement, on peut utiliser les deux types dans le même programme. Alors, on va passer maintenant à l'ensemble des opérations qu'on peut faire. Alors, les ensembles d'opérations, nous avons d'abord les opérations de création. Alors, création, ça veut dire comment on va créer l'RDD. Alors, on peut faire la création d'un RDD via une collection de mémoire. Donc, on a déjà des valeurs, par exemple un intervalle, des valeurs qui sont stockées, une liste, et on va appeler la fonction parallelize pour avoir un nouveau RDD. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est faire appel à un stockage externe. Ça veut dire qu'on a un fichier stocké, que ce soit sur le système d'exploitation standard ou que ce soit dans HDFS. Et on va faire l'appel de ces données. On va tester, on va tester tous les cas de figure. Ou à travers l'application d'une transformation. Donc, soit on fait appel, on fait référence, si vous voulez, par rapport à un système de stockage externe, soit on va, on a déjà des données, une collection, une liste au niveau de la mémoire, et on va transformer ça en un RDD, soit on applique ce qu'on appelle une transformation. On va voir la différence, les exemples entre les deux. Alors, entre transformation et action, on a besoin de savoir ça. On va essayer de tester les deux cas de figure, comme on a dit. Alors, un RDD, c'est donc la transformation d'un nouveau RDD. Donc, ça veut dire qu'on a un ancien RDD, on va appliquer une transformation pour avoir un nouveau RDD. Alors, on dit que l'opération elle est paresseuse, ça veut dire qu'on va pas évaluer immédiatement. Alors, quand on va évaluer réellement, lorsqu'on va faire l'appel à une action. Si on va faire appel à une action, là, on va déclencher l'exécution et on va réellement faire l'évaluation de RDD. Alors, une action, c'est quoi? Donc, c'est une opération qui peut déclencher l'exécution de Spark. Il existe deux types d'opérations ici. Donc, ça permet de générer des résultats de calcul ou de faire l'enregistrement dans des données. Alors, je vais peut-être rajouter de l'information. Alors, les actions, par exemple, je vous donne des exemples d'actions. L'opération de collecte. Collecte, ça veut dire qu'on va faire l'affichage des valeurs. Alors, si on va faire un appel à une action, ça veut dire qu'on a besoin réellement des valeurs des RDD. Là, on va faire toutes les opérations, on va faire réellement les calculs. Si on n'a pas demandé d'évaluer, si on n'a pas demandé de faire l'évaluation. Donc, dans ce cas, ça sert à rien d'évaluer la transformation. Donc, c'est une sorte d'optimisation ici.
Je vous explique d'une autre manière. Imaginons, j'ai déclaré plusieurs variables dans mon programme et je n'ai pas réellement utilisé les variables. Est-ce que c'est normal que je vais évaluer ces variables? Non. Vous voyez? Donc l'intérêt, c'est de réellement calculer uniquement les RDD qu'on va réellement afficher, qu'on va réellement utiliser. Donc même si vous déclarez une variable que vous n'utilisez pas, en Spark, elle ne va pas être évaluée, elle ne va pas être chargée dans la mémoire. On va charger ça réellement lorsque vous allez faire l'appel à une action. Action, ça veut dire qu'on calcule, qu'on affiche, qu'on fait une opération sur le RDD. Alors, comme j'ai dit, ça va être plus expliqué tout à l'heure dans la partie pratique. Alors pour finir, donc là vous avez le contrôle, et dans ce cas nous avons deux opérations possibles, il y a le cache et il y a le persiste. Alors, le cache et le persiste, ça veut dire qu'on va demander au système de charger le RDD, même si il n'est pas calculé au niveau de l'action. Donc si je nomme l'RDD et j'applique la fonction cache, je fais rdd.cache, ça veut dire que je le charge dans la mémoire. On va le stocker dans la mémoire. Persiste, alors ça prend des paramètres. Là, vous pouvez choisir, est-ce que c'est dans la mémoire, est-ce que mémoire et disque, est-ce que c'est dans le disque. Donc on peut choisir le type en fait de chargement. C'est la même chose, demander de garder la copie, de charger la copie soit dans la mémoire, soit dans le disque pour être utilisé après. Donc dans le cache, c'est uniquement dans la mémoire et persiste, ça permet d'utiliser les deux, ça permet d'utiliser le disque, donc il y a un certain degré de manœuvre ici. Vous pouvez changer le type de stockage ici. Donc les opérations de création, comme on a dit, il y a la notion de parallelize. Donc là, si vous avez une collection existante, donc vous pouvez faire les calculs en parallèle ici. Ou vous pouvez faire appel à un enregistrement de fichiers, donc qui peut être HDFS ou qui peut être donc un système de stockage pris en charge par Hadoop, comme on a dit, Windows ou autre. Les opérations de contrôle, comme on a dit, c'est les fonctions cache et les fonctions persiste. Alors, nous arrivons maintenant à des exemples de transformation et des exemples d'action. Donc, on va essayer d'expliquer et après, on va passer à la démonstration pratique. Alors, on va commencer avec les transformations. Donc, vous avez la notion de map. Alors, la notion de map, ça permet de créer donc un map key value. Donc, et là, vous pouvez préciser donc qu'est-ce que c'est la clé, qu'est-ce que c'est la valeur dans la fonction entre parenthèses, qui peut être une fonction anonyme. Je vais expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est une fonction anonyme. Alors, la fonction de filtrage permet de choisir des valeurs et des valeurs non. Donc, vous avez une fonction qui retourne une valeur booléenne ici. Donc, si la valeur est true, donc on garde la valeur, sinon on va pas l'afficher. Reduce by key, donc c'est pour faire des valeurs, pour faire des calculs d'agrégation. Donc, pour la même clé, on va rendre une valeur, une seule valeur. Donc, on peut faire la somme des valeurs, on peut faire le max. Donc, ça dépend de ce qu'on va noter ici au niveau de la fonction. Donc, c'est une opération d'agrégation ici, selon la clé. Alors, c'est les principes en fait de MapReduce. Il reprend tout ce qui est MapReduce. Alors, l'intéressant au niveau de Spark, si, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un programme MapReduce noté en Java avec Hadoop, pour pouvoir écrire ce type de programme, vous avez besoin d'écrire à peu près 100 lignes. Or, si vous utilisez Spark, ça va être réduit en quelques lignes, hein, au maximum 10 lignes. Je vais vous montrer tout après donc un exemple exécutable tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des opérations de jointure. Donc, vous avez deux datasets et il faut mentionner le type de jointure. Est-ce que c'est une jointure à droite, à gauche ou jointure complète? Et il faut choisir aussi la colonne de jointure. Arrivons maintenant au type d'action. Donc, vous avez reduce avec une fonction. Donc, ça permet de faire l'agrégation des éléments. Collect, ça permet d'afficher les éléments.
Count, ça permet de calculer le nombre d'éléments. First, ça donne le premier élément. Take, ça permet de prendre un élément. Le paramètre, il est au niveau de parenthèse. Et vous avez save as, donc c'est l'opération d'enregistrement. Alors, comme je viens de dire, on va essayer de faire des tests pour comprendre mieux ça. Donc, pour démarrer, je vais essayer de démarrer. Donc, le Spark. Alors, le Spark, il supporte plusieurs programmes. Alors, vous pouvez coder avec Scala, c'est ce qu'on va faire, avec Python, avec Java et avec le langage R. Donc ça, c'est le langage supporté avec Spark. Il a deux modes interactifs. Il y a le mode Scala et le mode Python. Donc, qu'est-ce que ça veut dire interactif? Ça veut dire vous mettez donc une instruction et vous allez recevoir la réponse en temps réel. Nous n'allons pas faire l'installation de l'environnement, ça va prendre beaucoup de temps et nous avons uniquement 2 heures. Je suppose déjà que vous avez un environnement fonctionnel Spark pour pouvoir exécuter le programme. Alors, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est une transformation, qu'est-ce que c'est une action, et on va essayer d'utiliser ce fichier. Alors, je vais vous donner les exemples tout à l'heure dans un lien Drive. Vous pouvez, si vous voulez, tester tout à l'heure. Alors, nous allons d'abord vous montrer comment on peut créer un RDD à partir donc d'un fichier existant, stocké. On a dit que le fichier peut être stocké normalement ou ça peut être stocké en format HDFS. La différence entre Python et Scala, c'est que Scala, c'est un langage typé. D'accord? Alors, je vais prendre la première ligne. Donc, val data égale SC, c'est le contexte de travail. On va parler tout à l'heure de ça juste après. Donc, vous avez text file. Donc, c'est la fonction qu'on va utiliser. Et là, on va donner référence à un fichier déjà existant. On a dit, ça peut être HDFS, ça peut être un autre type. Alors, regardez. Donc, on va exécuter. Alors, je vais corriger, c'est pas bien copié. C'est pas massif. Je suis en train de faire des tests, mais c'est possible de mettre des fichiers de très massifs et le programme va fonctionner. Alors, val, je vais mettre val. C'est quelques lignes uniquement ici, hein. Et on peut prendre un programme, plutôt un fichier plus volumineux. Alors, val data, on a dit qu'on va faire référence. Regardez, là, quand je fais exécution, rien ne s'affiche. Donc en fait, c'est un RDD qui va être affiché et il n'est pas évalué maintenant. Normalement, il est évalué quand? Quand on va faire une action. Ça, c'est l'équivalent d'une transformation. Si on va faire l'appel à une action, là, on va faire l'évaluation. Alors, je vais vous montrer ça. On va essayer de faire l'affichage de la partie supervision de Spark. Donc, on va essayer de voir la partie supervision. Alors, est-ce que j'ai des étapes? L'aspect stockage, je n'ai rien. Vous voyez? Pour l'instant, je n'ai rien. D'accord? Là, vous avez donc les nœuds, on a dit, c'est le walk-off, c'est l'exécuteur. Vous avez le job, on n'a rien qui est affiché. Alors, quand on va avoir une exécution, quand on va faire un appel à une action. Alors, je prends le cas de collect, qui permet d'afficher l'ensemble des valeurs. Donc, je fais rdd.collect. Et là, vous voyez qu'il y a des étapes. L'affichage, il est là, hein. Je suis en train de faire un affichage ici. Donc, j'ai quelques utilisateurs, je suis en train de les afficher. Alors, si je revois ici,
principe, je peux revenir au job. En train de voir tout. Ainsi, je dois avoir un résultat ici. Mhm. Peut-être que parce que je n'ai pas fait un appel à une action, une transformation. Voilà ce qu'on va faire. On va essayer de revenir juste après. Bon, notons que si je fais appel à une, donc, je peux essayer. Attendez. Ah, ça c'est, attendez, parce que j'ai deux terminaux. Peut-être c'est à cause de ça. Alors ça c'est, mhm. Peut-être le problème c'est que j'ai des ports, donc 440 ici, 141, attendez. Donc ça, c'est le programme. Je vais fermer l'autre fenêtre, comme ça, j'évite ces problèmes. Apparemment, j'ai pas fait de data point. Normalement, c'est data.collect, justement. C'est le port 42 ici. Puisque j'ai deux terminaux, donc j'ai fait confusion. Attendez, je vais noter. Donc ici, c'est data. Point. Alors, le port n'est pas bon, hein. Je dois changer le port. C'est 40-42. Si, si. Voilà. Il y a eu une confusion parce que j'étais en train d'utiliser l'autre fenêtre. Donc, vous voyez que tout à l'heure, j'avais pas un job. Si je fais appel à l'action collecte, là, j'ai créé effectivement mon job. Les valeurs sont bien évaluées. Et si je regarde avec plus de détails, donc je peux demander même le graphe. Donc ça, c'est les tâches. Voilà. DAG visualisation. Vous voyez que j'ai un graphe qui représente l'ensemble d'opérations. Alors, on va essayer de visualiser un autre graphe tout à l'heure avec des opérations, on va dire, beaucoup de transformations, beaucoup d'actions, et là, on peut avoir un graphe plus compliqué. Ici, on n'a fait que deux instructions. On a fait d'abord le text file et après collect. C'est pour ça qu'on a uniquement deux opérations qui sont affichées. D'accord? Donc, je reprends, s'il vous plaît. Donc, si je fais appel à une transformation ou une opération de création, rien ne va être évalué. Ça va être évalué uniquement si je fais appel à une action. Action, ça veut dire que j'utilise réellement le RDD. D'accord? Et effectivement, vous remarquez que maintenant, j'ai eu effectivement mon tag. J'ai eu aussi donc les résultats dans mon système. Donc, je reprends. La première manière pour créer un RDD serait effectivement d'appeler la fonction textfile et on donne donc le chemin de mon fichier. Alors, imaginons que c'est de HDFS. Alors, au lieu que je note ces deux points, je note HDFS et après je noterai tout le chemin. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc ça, c'est la première manière de création d'un RDD. Et on a fait appel à une action. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais passer à la deuxième manière. Alors, la deuxième manière, je vais créer donc un objet, merci. Donc, je vais créer un objet ici, donc une collection, et après, je vais faire appel à un parallelize, donc à la fonction parallelize. Donc, on a dit, la fonction parallelize retourne un RDD. Donc, je vais noter
dans les 4 instructions. Je vais créer 2 instructions pour que je puisse vous montrer des opérations aussi de jointure et de produits cartésiens. Alors, vous voyez que j'ai créé donc une collection qui contient donc 4 valeurs, 1, 2, 3, 3. Et on va essayer d'appliquer distinct, supprimer la valeur redondante ici. Et vous avez une autre RDD qui contient uniquement 3 valeurs sans redondance. D'accord? Alors, si je reviens à la partie supervision, vous allez remarquer que rien n'est évalué. Quand ça va être évalué, à votre avis? J'ai uniquement un seul job qui est collect. Quand ça va être évalué, si je vais faire un appel à une action. Alors, on va tester, par exemple, sur la première RDD ici, qui est RDD. Donc, je vais noter RDD.collect pour faire l'affichage. On a dit c'est une action. Si je reviens à mon interface, j'aurai un autre job ici. Voilà, un deuxième job qui est rajouté. Voilà, qui applique la fonction parallèle. Pour l'autre RDT, tant que je n'ai pas appelé une action, rien n'est évalué. Donc c'est une manière de... oui, normalement il est enregistré, oui. Donc si je n'ai pas fait appel à une action, on a dit, rien n'est évalué. Voilà, donc c'est une manière d'optimiser. Alors, une chose, alors imaginons que j'ai fait plusieurs calculs. S'il y a un problème au niveau d'un RDD, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends tout le graphe? Non, je reprends uniquement la dernière étape, depuis la dernière étape, depuis les paires que j'ai utilisées pour calculer le RDD en cours. Donc là, c'est pour, en fait, montrer tout ce qui est tolérance au pas, pour insister sur la caractéristique de tolérance au pas. Alors, on va continuer, comme je dis, on va essayer d'appliquer quelques transformations, quelques actions pour comprendre la différence. Alors, je vais expliquer un peu qu'est-ce que c'est le contexte. Alors, le contexte, en fait, c'est le cluster de fonctionnement. Donc, normalement, dans le contexte, je vais spécifier est-ce que je vais travailler sur Hadoop, par exemple, sur un cluster Hadoop? Est-ce que je vais travailler sur Mesos? Est-ce que je vais travailler sur Standalone? Est-ce que je vais utiliser la machine locale uniquement? Donc, je dois préciser le cluster pour mon Spark. Donc, ça, c'est le contexte de travail. Donc, qui contient la configuration. En fait, ça prend comme paramètre la configuration en cours. Alors, je tiens à vous dire que si vous allez utiliser donc le mode shell ici, le contexte il est chargé d'une manière automatique. Alors, regardez, le contexte, on n'a pas initialisé, on n'a pas noté des instructions pour la création de contexte. Le contexte ici, il est chargé d'une manière automatique. Donc, il est déjà disponible ici. D'accord? On va voir comment le programmer. J'ai un autre programme, si vous voulez que je vous montre maintenant. Alors ça, c'est un programme. Si je veux faire la partie programmation, regardez, j'ai besoin de noter ça, d'initialiser mon contexte avec du code, vous voyez. J'ai besoin de noter, voilà mon contexte, comment je le crée, etc. Et je dois noter donc le cluster de fonctionnement. Alors, dans mon cas, on va travailler uniquement avec la machine locale. D'accord? Donc, pour résumer, si vous allez utiliser un fichier avec un programme complet, il faut initialiser le contexte. Si vous allez utiliser le mode interactif, là, c'est déjà initialisé, vous allez passer directement au code. Donc, vous voyez ici, SC, ça c'est le contexte. Alors, je vais passer aux autres instructions. On va commencer avec le map. Alors, le map, il va utiliser ce qu'on appelle la fonction anonyme. C'est quoi la fonction anonyme? Qui connaît qu'est-ce que c'est une fonction anonyme? Vous voyez ici x flèche x plus 1. Qui connaît la fonction anonyme, s'il vous plaît?
Alors, la fonction anonyme, elle est sans nom. C'est comme lambda en Python, c'est comme lambda dans JavaScript. Euh, alors, je vais peut-être expliquer la fonction anonyme. Bon, si vous connaissez pas, vous me dites, et là, je vais expliquer, hein. Si vous connaissez, je passe sur une autre notion directement. Alors, je vais reprendre le pied-de-nez. Si vous avez besoin que j'explique la fonction anonyme, vous me dites. Si vous connaissez déjà, tant mieux. D'accord, je vais expliquer. Alors, c'est quoi la fonction anonyme? Je vais prendre mon Word ici pour expliquer. Alors, normalement, si je vais créer une fonction, par exemple sum, normalement, ça va prendre deux variables ici, voilà, et je vais noter le code. Bon, j'écris ça en Java, mais c'est un peu généralisé, hein. Alors, je vais calculer la somme, donc je vais mettre int s égale, donc la somme a plus b ici, voilà. Après, je fais un retour de la somme. Donc ça, c'est une fonction lambda, c'est voilà, c'est une expression, comme je dis dans JavaScript, dans Java à partir de la version 8. Je suis en train d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, la fonction, elle est simple. Vous êtes d'accord que la fonction, elle est simple? Oui ou non? La fonction, elle est simple. En plus de ça, imaginons que je vais utiliser cette fonction une seule fois. Donc, when use cette fonction dans mon programme, j'ai besoin de la déclarer une seule fois et elle va être utilisée une fois. Donc, ça sert à rien de faire la déclaration et puis faire l'appel. Là, je suis en train de déclarer la fonction. Ensuite, je suis obligée de faire l'appel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va noter une fonction anonyme. Qu'est-ce qu'elle prend? Voilà mes arguments. Les arguments sont A et B. Et je mets une flèche pour indiquer, bon, il fait toujours le majuscule de manière automatique, ça c'est bon. Alors, et je fais une flèche pour indiquer la valeur de retour. Est-ce que toutes les informations sont là? Moi, je vais prendre deux valeurs et je vais retourner la somme. Vous êtes d'accord? Donc, dans ce cas, est-ce que j'ai besoin d'autres informations? Non. Donc, toutes les informations sont là, donc je n'ai pas besoin d'autres informations. Donc, si je vais utiliser une fonction qui va faire l'appel d'une autre fonction simple et n'est pas compliquée et elle n'est pas, elle ne va pas être utilisée dans un autre endroit, je vais utiliser la fonction anonyme comme on vient de dire. D'accord? Donc, le symbole de la fonction lambda, qui est aussi la fonction anonyme, c'est la flèche. Donc, on note ici les paramètres ou les arguments d'entrée, flèche, la sortie. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Alors, en fait, il y a d'autres, on va dire, manières. Non, non. Ça s'écrit en Java, ça s'écrit JavaScript aussi avec Angular et autres, Python, Scala. Donc, on va noter ça tout à l'heure avec Scala. La valeur de retour, elle est là. Ici. Ici. Donc, ça, c'est les paramètres d'entrée. Ça, c'est la valeur de la sortie. Alors, je vais vous montrer maintenant les autres manières pour faire la notation. Alors, est-ce que pour moi, le nom de la sortie. Alors, je note les expressions potentielles de la fonction lambda parce que c'est pas une seule manière. Vous voyez, ça c'est pas l'unique manière d'écrire une fonction anonyme. On peut trouver cette manière dans l'internet, on peut trouver une autre manière. Il y a trois manières en fait. Je vais vous montrer aussi, il y a une autre manière avec lambda. Je vais vous montrer au moins trois manières maintenant. Alors, une autre façon de dire les choses,
moi, je n'ai pas besoin de dire ça c'est le premier paramètre, ça c'est le deuxième paramètre. J'ai besoin de dire quoi? De dire que je prends deux paramètres uniquement. C'est commutatif, peu importe l'ordre, donc je vais noter comme ça. D'accord? Ok. Alors, ça, c'est pas vraiment utilisé. Donc, on va simplifier. Je peux noter directement comme ça. Alors, cette écriture, je vais la barrer ici parce qu'en fait, on l'utilise pas. On utilise directement tiret, virgule, tiret. Alors, si vous trouvez ce symbole ou ce symbole et même ce symbole, les trois écritures sont équivalentes et c'est la fonction anonyme. Comme on a dit, il y a des arguments d'entrée et il y a des arguments de sortie ici. Alors, on va essayer. Donc, voilà. Alors, regardez. Ça, c'est la première fonction anonyme. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit. Donc, comment vous pouvez lire, s'il vous plaît? Combien d'arguments on prend ici? Un seul argument. Et qu'est-ce qu'on retourne? L'argument plus 1. D'accord? Donc, je prends n'importe quelle valeur. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je prends la valeur et je rajoute plus 1. On est d'accord? Donc, si j'affiche le résultat ici de D, donc je fais D.collect, à votre avis, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je prends la valeur 1 et je rajoute plus 1. 2 plus 1. 3 plus 1. D'accord? Donc, on va faire .collect ici. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a incrémenté toutes les valeurs avec 1. C'est bon? Donc, ça, c'est la première forme de la fonction anonyme. Alors, on va essayer de noter la deuxième forme ici. On a dit, bon, je n'ai pas besoin de dire A, B, X, je vais mettre le numéro d'argument. Ça, c'est le numéro d'argument. Je vais mettre ça dans un autre RDD que je vais nommer T2. Je fais une faute. C'est l'argument lui-même plus 1. Ça va? Donc, on a dit, au lieu de mettre X et de nommer les arguments, là, je vais mettre l'ordre. Premier argument, deuxième argument, etc. C'est bon? Dernière écriture maintenant. Je vous ai dit que je peux ne pas noter l'ordre. Je vais mettre ici. Je vais prendre les deux. Je vais mettre dans le RDD les trois. Et regardez. J'ai essayé de ne pas mettre le tiret. Est-ce qu'on a dit qu'on accepte cette écriture? Non. Bon, on va tester. Il vous dit que c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on utilise à la place? On va enlever tout ça. Et ça va être comme ça. Donc, tirer plus 1. D'accord? Des questions? Donc, tout ça, c'est les fonctions anonymes. Je reprends. Donc, soit on donne des noms aux arguments. Donc, X, A, par exemple. Donc, ça, c'est les boots. Ça, c'est l'output. Soit on va utiliser le numéro d'argument sans donner un nom. C'est pas X, c'est pas 1. Donc, c'est tiret 1. Soit, sans donner rien du tout, je mets un tiret plus la valeur 1. D'accord. Alors, on va essayer de faire les 3 points corrects. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Normalement, c'est plus 2 partout. Hein. Donc, on a fait 1 plus 1 plus 1. On a fait 2 fois plus 1. D'accord? Donc, D2, il prend le RDD initial, il ajoute plus 1. D'accord? Et après, on a rajouté plus 1. On peut observer le DAG, donc le graphe. Je reviens au job. Donc ça, c'est le dernier job ici. On va visualiser le graphe. Donc, on a appliqué d'abord le parallelize. Ensuite, on a appliqué un premier map plus 1 et un deuxième map plus 1. Comme je dis, bon, c'est tout un graphe. On appelle ça lignage ici. Donc, c'est une ligne,
c'est un graphe dirigé acyclique. Donc, vous voyez que on peut pas revenir de map de l'étape 2 vers l'étape 1. Donc, c'est dans un seul sens. Et il n'est pas acyclique, on n'a pas des boucles. On peut pas avoir des boucles ici. D'accord? Alors, imaginons que j'ai un problème au niveau de l'étape 3. Qu'est-ce que je fais? Je vais réévaluer la dernière étape. Je suis pas obligée de revenir à ce niveau. Vous voyez? Donc là, c'est la notion, on a dit, on a dit de tolérance au pas. D'accord? Alors, on va revenir pour faire les autres tests, s'il vous plaît. Donc là, c'est les fonctions anonymes qu'on a testées ensemble. C'est bon. Et on va aller vers le flat map ici. Alors, le flat map, donc qu'est-ce qu'il fait ici? Il décompose chaque élément dans un itérateur d'éléments. Donc, vous voyez que je peux euh, ici appliquer le flat map. Regardez, pour chaque valeur, donc il va prendre la valeur jusqu'à la valeur 3. Bon, malheureusement, hein, si, on peut revenir à flat à RDD, donc il n'y a pas un problème, il n'y a pas un souci, on peut revenir. Donc, on va exécuter. Donc, je prends le RDD, je vais faire l'affichage. Par ddf.collect ici. Donc, pour chaque élément, qu'est-ce que je fais? Je prends l'élément et je vais aller jusqu'à la valeur 3. Donc, voilà. Donc, 1, 2, 3. La valeur 2, maintenant, je vais aller de 2 vers 3. Et pour 3 jusqu'à 3, donc ça donne une seule valeur. Ça, c'est le flat map qu'on a testé. Alors, on va appliquer maintenant un filter. Donc, filter, donc on a dit qu'on va essayer d'évaluer cette valeur. Donc, on va juste afficher les valeurs qui retournent true. On va essayer d'exécuter. Alors, à votre avis, si je prends le RDD qui est là, donc plutôt qui est là, alors quelle est la sortie normalement de RDDG? Si je fais g.collect, qu'est-ce que je dois obtenir ici? Si on fait une évaluation à la main. Donc, est-ce que la première valeur, elle est différente de 1? Non. La deuxième, oui. Troisième, quatrième, oui. Donc, je vais obtenir 2, 3, 3. Donc, j'exécute. Effectivement, voilà les valeurs. Donc là, je peux mettre, par exemple, quelles sont les valeurs strictement supérieures à 2. Et j'évalue. Donc, c'est une condition qui est booléenne. Uniquement les valeurs qui retournent true. Donc là, ils sont affichés. Je continue. Alors, distinct. Donc, ça va supprimer les valeurs redondantes. Donc, j'aurai donc une seule valeur de 3. Donc, je vais faire l'affichage de cas. Donc, 1, 2, 3 normalement. 3, il est redondant. Donc, je vais afficher uniquement les valeurs distinctes. Donc, 1, 2, 3. Sans redondance. Je continue. Donc, simple, c'est pour prendre des échantillons. Alors, les échantillons, ils sont pris communs avec une probabilité. Donc, je vais générer une probabilité. Si la probabilité est supérieure à 0,5, je vais afficher. Si la probabilité elle est inférieure à 0,5, j'affiche pas. Alors là, je vais faire une première exécution, montrer le résultat et refaire l'exécution pour vous montrer que c'est vraiment aléatoire. Donc, je vais réexécuter la même chose. Vous voyez que ça donne à chaque fois des résultats différents. Vous voyez? Donc, je vais prendre des échantillons selon une probabilité. Donc, à chaque exécution, ça me donne des valeurs différentes. On va passer maintenant à l'union. Et là, je vais utiliser les deux RDD que j'ai initialisés au départ.
Donc, je vais faire l'union de RDD avec hasard. En fait, la fonction random prend le min et le max, et ça vous génère des valeurs entre min et max. Maintenant, la fonction simple, vous avez des valeurs, vous allez prendre des échantillons parmi les valeurs existantes. C'est pas random. Random, ça permet de générer une valeur aléatoire entre un intervalle, entre 0 par exemple et 1. Ici, c'est pas la même chose. Voilà. Union, c'est l'union des deux RDD. Donc, je note. Donc, je vais noter. Je vais dire R, dan, on a dit RDD, point union, avec. Et après, on fiche. Allez. Donc, vous voyez que c'est avec redondance. Alors, on va passer à l'intersection. Juste je vérifie. Effectivement, on va faire l'intersection. C'est avec intersect. Intersection, c'est à cause des versions. Et après, on affiche. Donc, r.collect. Voilà. Donc là, les éléments qui se trouvent aussi bien dans RDD et dans ASA sont redondants, sans l'intersection d'un des valeurs sans redondance. Alors, on va passer à, à subtract. Voilà, donc subtract, c'est la différence. D'accord? On va afficher. Donc normalement, tous les éléments sans redondance, ils se trouvent aussi bien dans RDD et dans AVET. C'est pour ça que nous avons l'ensemble de vie. Euh, donc voilà, un produit cartésien, c'est le produit cartésien. On va pas tester. Vous avez par la suite, je vous donne, comme je viens de le dire, le lien Drive pour pouvoir retester si vous voulez. On va passer maintenant aux actions. Donc déjà, on a testé le collect, on va pas revoir le collect. On va commencer par le point count. Le count, on a dit, c'est le nombre total des éléments. On est d'accord. Donc combien normalement de valeurs, normalement dans RDD, combien on a de valeurs? 4 valeurs. Voilà les 4 valeurs. Count by value, il va faire le comptage selon la clé. Donc vous voyez que il va essayer de faire des calculs selon la clé. Donc là, on a une seule valeur 1, une seule valeur 2 et deux valeurs 3. Donc take, ça permet de prendre n valeurs. Donc ici, on a mis 2. Donc ça permet de prendre les deux premières valeurs. Donc 1, 2 dans ce cas. Après, on va tester le top. Donc il va faire le tri ici, il va rendre les 3 plus grandes valeurs.
Voilà, 3-3 avec redondance. Donc, take ordre, c'est l'équivalent de top. Il va faire le tri. Il va vous afficher les valeurs euh, donc telles que d'une manière à une collection, à une action. Alors, je ne sais pas si c'est clair, la différence entre transformation et action. On peut passer à autre chose. D'accord. Euh, donc, on a expliqué comment on peut créer. Donc, juste, j'ai besoin de résumer. On a compris comment on peut créer un RDD. On a dit soit en faisant référence par rapport, euh, oui, vas-y, par rapport à un fichier existant, ou on peut appeler la fonction parallelize. Attendez. Design, j'ai pas pu lire tout le message. Oui, le map, bon, faut qu'on revienne sur les concepts MapReduce de Hadoop. Alors, c'est 2 heures, donc c'était un choix de choisir Spark. Donc, on va passer. Si vous avez une autre question, vous pouvez la noter. Alors, on va passer maintenant au concept de data frame. Alors, c'est quoi un data frame? C'est un ensemble de données invariables comme toujours, donc on ne peut pas changer, élastique qui est distribué, qui va vous permettre d'enregistrer donc les données d'une manière structurée. Donc, la structure, elle est là. Donc, nous avons un schéma. Nous aurons un schéma. Donc, c'est un tableau à 2 dimensions. Vous avez donc les noms de colonnes et vous pouvez accéder à chaque valeur. Alors, donc si vous allez utiliser le data frame, ça veut dire que vous avez le droit de faire tout ce qui est requête, et ceci optimisé par rapport à l'utilisation de Catalyst de Spark Optimizer. Donc c'est un composant de Spark ici qui va vous permettre l'exécution des requêtes d'une manière optimisée, efficace, de haute qualité. Alors là, vous avez le data frame encore, donc c'est un exemple particulier de dataset. Et on va passer à donc des exemples d'affichage ici. Alors, dans le premier cas, vous avez un RDD ici un peu complexe avec, on va dire, c'est l'exemple de CSV. C'est un exemple d'un fichier CSV, donc vous avez plusieurs valeurs ici, donc 1, etc. Si vous voulez en fait récupérer une colonne, il va falloir faire le découpage selon la virgule et prendre chaque valeur à part. Donc il y a des opérations qui seront faites supplémentaires pour pouvoir travailler. Alors si on va parler de data frame, on a dit que c'est structuré, c'est une tableau à 2 dimensions. Vous voyez que vous avez l'entête ici, avec typé, et vous avez l'ensemble des valeurs. Sachant que vous pouvez exécuter quelques requêtes, donc je peux prendre des tests ici, je peux dire, voilà, l'âge qui doit être par exemple supérieur à 25, je peux exécuter des requêtes ici. Alors si je vais utiliser le dataset, donc là l'exemple parfait c'est comme si vous avez un fichier JSON avec donc la représentation de qui
un dual. Donc vous voyez ici qu'on a plusieurs clés. Donc la clé donc ID, name et age. Ici vous avez trois clés et trois valeurs. D'accord? Donc c'est comme si vous avez un objet de type JSON ici. Alors, je peux tester ça si vous voulez. On peut tester rapidement le data frame et le dataset. Donc pour le RDD, donc là c'est une liste qu'on a déjà déclarée avec la fonction parallelize. Je vais passer direct à voilà. Je vais les structurer comme ça, j'aurai pas de problème tout à l'heure. Voilà, je vais exécuter ces trois lignes et on va essayer d'expliquer ensemble. Donc d'après ça, si c'est bon. Alors, je pense que c'est pas affiché en totalité, donc je vais agrandir à partir d'ici pour pouvoir expliquer. Alors regardez, moi j'ai une liste qui contient euh, pour les exemples, vous aurez un lien de Drive. Vous aurez un lien de Drive pour tous les exemples. Même, je pense pas qu'on va arriver à voir tous les exemples aujourd'hui. J'ai prévu même de faire un exemple plus compliqué avec Spark. Peut-être je vais juste parcourir. Vous avez une idée. Je vous donne le Drive. Alors je peux le donner maintenant, hein, si vous voulez. Alors ça c'est le lien Drive. Alors il faut demander l'autorisation. Hein. C'est pas ouvert, c'est pas public. Donc juste il faut demander l'autorisation. Alors comment je peux vous donner ça? Alors ça c'est le lien Drive de tous les exemples normalement. Juste après la session, vous pouvez demander l'accès et je vais vous autoriser à voir tous les exemples. Alors il y a des exemples avec donc plusieurs requêtes SQL, il y a des exemples avec word count, il y a des exemples avec le streaming, donc il y a plusieurs exemples. Juste il faut demander l'accès au lien Drive, d'accord? Je, je viens d'envoyer le lien Drive ici. Vous pouvez donc appuyer et demander le partage. Alors on va continuer. Je vais essayer d'expliquer un peu. Euh, donc comme on a dit, à partir de documents. Donc regardez. Moi, je vais parler de data frame ici. Alors, je vais prendre une liste de plusieurs éléments. Vous voyez que j'ai des valeurs. Donc, Alice 25, Bob, c'est comme si j'ai combien de lignes? Deux lignes fois deux colonnes. D'accord? Donc après, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la fonction toDataFrame. Donc toDataFrame, ça permet de convertir vers DataFrame et je dois donner l'entête. On a dit c'est un tableau à deux dimensions. Il y a l'entête. Je dois expliquer cette colonne Alice et Bob. C'est non. 25 et 30, pour moi, c'est l'âge. Donc c'est obligatoire de donner l'entête. D'accord? Et après, je peux appliquer par de fonction. Là, vous avez juste un petit... il y a un autre fichier où vous allez trouver plus de tests. D'accord? Voilà, donc là, je suis en train de faire le filtrage, ici. Euh, euh, donc, je dois indiquer la colonne. Donc, je reprends
Donc, c'est une liste de personnes, point as, personne ici. D'accord? Donc, c'est un peu différent, hein, le dataset, l'utilisation de dataset et pas les data frame, c'est plus SQL. D'accord? Et après,